partir de 1991, parce que ça, c'est ma date fétiche à moi. Là, j'ai écrit à l'époque Un Québec fou de ses enfants et on a tous les deux une très vive mémoire de ça. On s'est rencontrés à quelques occasions durant les travaux de ce groupe-là. Et je dirais que le bilan que je peux tracer des quelques 25 dernières années, à partir de ce moment-là, et non pas à cause de ce moment-là, mais à partir de ce moment-là, c'est que le Québec a accompli des trucs assez formidables concernant les environnements dans lesquels on accueille et on accompagne nos enfants, surtout chez des tout-petits. Qu'on a fait une lutte à la pauvreté qui est très intéressante, qui est unique en Amérique du Nord, qu'on a un certain nombre d'indicateurs concernant comment vont nos enfants et nos jeunes qui vont du côté plus du soleil que de l'ombre, mais que s'installe quand même dans le bilan des zones plus ombrageuses et même un peu de noirceur. Alors voilà, en gros, l'affaire. En ce qui concerne l'aménagement de nos organisations puis de nos institutions, les environnements qu'on peut offrir à nos jeunes et à nos enfants, rappelez-vous qu'en 1991, le mandat que nous avions, c'était de proposer au ministre de l'époque, Marc-Yvan Côté, un certain nombre de mesures pour arriver à prévenir que les jeunes ne se retrouvent dans des ornières de difficultés, de problèmes que l'on constatait à l'époque. Puis là, la diversité des problèmes, je ne vous les nommerai pas, là, la table était pleine. Bon. Mais il y avait une urgence quand même à l'époque de régler le problème de la protection de la jeunesse parce que en 1979, alors qu'on avait rénové la loi de la protection de la jeunesse, on arrivait en 91, une dizaine d'années plus tard, et on constatait que c'était le guichet d'entrée d'à peu près tout le monde. Le ministre s'en inquiétait parce que ça craquait dans le système et il n'aimait pas ça que ça craque. Bon, alors, il avait donc créé ce groupe-là puis nous demandait des façons de arriver à prévenir que les jeunes n'aboutissent à ce guichet-là, dans le fond. Mais il y avait tous les autres phénomènes, le décrochage scolaire, le suicide, les troubles de comportement, la criminalité chez les jeunes, name it. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, on a créé au Québec des niches d'accueil pour nos enfants, les services de garde à tarif réduit, des services éducatifs à tarif réduit. On a créé durant ces années-là quelque chose comme 200 000 places. Les unes de très bonne qualité, les autres pas du tout. La zone d'ombre, c'est que le gouvernement actuel développe ce qui n'est pas bon. Bon, alors, faites ce que vous voulez avec ça. On a adopté en 1995 une loi très importante, Prestation automatique des pensions alimentaires. L'acronyme, c'est PAPA. Pas tous les papas qui ont aimé ça. Mais qui fait en sorte que désormais, on est passé de 26 des ordres de cours qui étaient respectés en ce qui concerne les prestations de pension alimentaire à 92 Alors, tu sais, pas mal. Adoption de la loi sur la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Une loi cadre qui ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels, mais pour les législateurs, puis ceux qui font les lois, c'est important parce qu'on est obligé de rendre des comptes vis-à-vis de cette loi-là. L'équité salariale chez les femmes. Écoutez, c'est une loi extraordinaire qui a des effets encore partout, qui est longue à mettre en pratique, mais à chaque fois qu'on le fait, on améliore le sort des femmes sur le marché du travail. La mise sur pied des programmes intégrés périnatalité petite enfance, le fameux programme CIP. On pourra revenir là-dessus. Moi, je pense que ce n'est pas un grand succès, mais on l'a mis en place, mais on l'a dilué beaucoup, malheureusement. C'est-tu des éléments qui ont favorisé la lutte à l'appauvrissement des enfants? Ou... Bien, la plupart des éléments que je viens de nommer, sauf le système intégré de services en périnatalité, oui. Mais il y a eu aussi... ça, c'est à peu près tout le PQ qui a fait ça à l'époque, mais il y a eu la prime à l'emploi, gouvernement libéral, sous Séguin, en 2004. Il y a eu le soutien aux enfants, Claude Béchard, même année, mais dans le budget Séguin. La création du régime d'assurance parentale, dire, quel merveilleux accueil on fait à nos nouveau-nés. Tu sais, c'est comme 52 semaines dans tout et partout, là, à partager entre le père, la mère, bon, etc. C'est pas rien, là, en Amérique du Nord, c'est un grand succès. La création du Fonds du développement pour le jeune enfant, c'est l'avenir d'enfants. Bon, écoutez, les États généraux sur l'éducation, la réforme, malheureusement ratée, mais qui était une maudite belle idée. Et la création des filières des métiers en éducation. Les personnes qui s'est aperçues de ça, mais en 2005, on a modifié de fond en comble le programme au secondaire pour permettre à des jeunes qui, autrement, attendaient 16 ans pour décrocher, s'inscrivent dans des stages
Il y a une formation en métier semi-spécialisé ou spécialisé, mais ça a eu un impact énorme chez ces jeunes-là. Alors, ça, c'est les environnements qu'on a créés. Moi, je pense qu'on peut se péter bretelles un peu. C'est pas si mal. Pas si mal. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a donné une diminution spectaculaire de la pauvreté chez les familles monoparentales et biparentales avec de jeunes enfants. Okay. Diminution d'à peu près 38 chez les monoparentales, de 53 chez les biparentales avec de jeunes enfants. On est passé, Claude, de 33 d'inscription à l'aide sociale des monoparentales en 1999, 33 à 12 maintenant. C'est pas parce qu'il y a moins de monoparentales dans la société, il y en a plus. Alors ça, c'est des indicateurs qui, quelque part, témoignent de notre succès à lutter contre la pauvreté. Chez les 0-5 ans, une baisse continuelle de pauvreté, avec une petite remontée dernièrement, depuis la crise économique de 2008, mais encore là, un succès assez phénoménal. On peut se citer dans le monde là-dessus. Dans le domaine des bonnes nouvelles, dont on n'entend jamais parler, ou au contraire, on reconnaît seulement l'envers de la médaille, le taux de décrochage, le taux des jeunes là, qui quittent chaque année, là, sans diplôme, sans formation, le système scolaire, là, mais on est passé de 22 à 14 en dedans de 10 ans. Ça, là, c'est une amélioration de l'ordre de 30 Pourtant, dans les médias, ce qu'on entend ou ce qu'on a l'impression d'entendre ou de voir, c'est l'inverse. Ben oui. Les médias passent leur temps à dire que ça va pas bien. Ça va moins bien qu'on le voudrait. Mais on a fait un saut quantique. Mais ça va mieux que ça allait. En masse. Et même, ça, là, j'ai pris l'envers de la médaille, mais au niveau du diplôme avant 20 ans, on est passé des zones de 69-70 il y a à peine une vingtaine d'années, puis on est rendu dans les zones de 84 à 85 Alors, tu sais, non. On a eu, là, notre lot de succès aussi, là, c'est, à mon avis, assez important. La criminalité chez les jeunes. Criminalité chez les jeunes. Ah, c'est Montréal-Nord, les gangs de rue, l'affaire. OK. Mais qu'est-ce qui arrive en général au Québec, là? Le taux de criminalité chez les jeunes au Québec est le plus bas au Canada, et ça depuis la création, depuis l'Arche de Noé, tu sais, ça fait longtemps. Mais ce taux-là ne fait que baisser. Tu prends les statistiques de 1989 du taux de criminalité chez les jeunes 12-17 ans, et tu compares en 1999 à 2015, il y a une baisse de, sais-tu combien? Pas 5 pas 10 pas 15 40 Alors là... Du nombre de délits. Du nombre de délits qui aboutissent aux criminels. D'accord. Il doit y avoir quelque chose qu'on fait comme du monde, l'autre, quelque part. Tu sais? Parenthèse, est-ce que le profil des délits commis a évolué aussi? Oui, la violence est moins grande. Elle est moins grande. Elle est moins grande. Okay. Et là où on fait des gains énormes, c'est sur les délits à la propriété. Les vols, les larcins, des trucs comme ça diminue énormément. Énormément. Il y a quelques années, on disait que la violence entre les jeunes, entre eux, avait augmenté. J'ai pas d'idée. Il y a X années, là, une dizaine d'années. Je suis trop vieux pour savoir ça. Mais j'ai pas d'idée. Mais alors là, on est dans le domaine des pas pires nouvelles. Puis est-ce qu'on peut s'attribuer du mérite au Québec? Oui. Parce que cette diminution de criminalité chez les jeunes, c'est la plus importante au Canada. La diminution de la pauvreté, c'est la plus importante au Canada. L'entrée massive des femmes sur le marché du travail et le revenu additionnel qu'elles amènent à leur famille, c'est unique au Canada. Chez les monoparentales, on a fait zoup, comme ça. Et on bat désormais, en termes de pourcentage, le pourcentage de femmes sur le marché du travail avec des enfants de moins de 5 ans est plus élevé au Canada, au Québec, que n'importe où ailleurs au Canada. Alors, et tu regardes des courbes de diminution de pauvreté en Amérique du Nord et au Canada, et la nôtre depuis 1997, depuis l'adoption des politiques familiales, a connu une baisse assez spectaculaire. Bon, ça, c'est dans le domaine des bonnes nouvelles. Dans le domaine des nouvelles moins réjouissantes, c'est que, puis là, on va le savoir si on s'améliore ou non à la prochaine enquête, mais quand on a fait l'enquête sur les enfants en maternelle, on a fait une enquête auprès de 60 000 enfants, là, pas un échantillon, la totale. Bon. On s'aperçoit qu'on a encore 24 de nos enfants, ou près, non, je pense que c'est un petit peu plus que 25 même,
qui se présentent à l'école avec une vulnérabilité dans leur développement. Okay. Il y a 5 zones de vulnérabilité qu'on mesure dans cette enquête-là. Et il y a 25 de nos enfants qui se présentent avec au moins une vulnérabilité. La mauvaise nouvelle, encore plus inquiétante, pas plus inquiétante, mais qui est accablante, parce qu'on dit tout le temps, les gars ont de la misère à l'école, mais ils ont de la misère avant d'entrer à l'école aussi, Claude. C'est 35 chez les gars, puis 18 chez les filles. En maternelle. En maternelle. Alors, on a un puissant boulot à faire là, quelque part. Dans les quartiers défavorisés, on a une différence d'à peu près 12 à 13 en termes de taux d'enfants qui arrivent avec une difficulté au seuil de l'école. Inquiétant. Inquiétant. Inquiétant d'autant plus que depuis 2003, on s'acharne à développer des services de garde commerciaux au Québec qui sont les moins compétents en la matière. On bloque le développement des centres de la petite enfance. Il y a 2 enquêtes extrêmement importantes. La science, là, tu sais, la connaissance. Oui. 2 enquêtes extrêmement importantes qui montrent que là où il y a le plus de qualité, c'est dans les CPE. Autrement dit, tu te demandes, c'est où la majorité des services de garde excellents au Québec? Va du côté des CPE, c'est là. Les plus médiocres, va du côté des commerciaux, c'est là. Où est-ce qu'on développe du côté des commerciaux? Depuis 2003. Et moi, quand j'entends le ministre là, qui nous dit c'est la première étape dans la vie de réussite scolaire de nos enfants, c'est la qualité des services de garde qu'on leur offre. Je garde les bottines sur le babine, Jerry. Ça ne marche pas. Ouais. On a un gouvernement qui a un discours et qui fait le contraire depuis 2003. Depuis Jean Charest, c'est une constance. C'est très nettement. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Deuxième inquiétude, et celle-là, elle me trouble, là, puis on va en parler sans doute un peu plus bientôt, mais c'est l'augmentation constante, pas subie, là, pas une bouffée parce qu'on vient d'être alerté, puis que là, on va signaler demain matin parce que ça n'a comme pas de bon sens. L'augmentation constante des signalements, ceux traités, ceux retenus et ceux fondés chez nos enfants et nos jeunes depuis 1991. Ça n'a pas lâché. Nous, en 1991, on disait, écoutez, là, on n'est pas trop sûr de nos stats. Là, ça faisait dur un peu, les statistiques du Québec en matière de maltraitance. C'était éparpillé un peu partout. On avait de la misère à s'y retrouver. Mais on disait, si on pouvait avoir une idée à peu près précise, là, puis tenter de diminuer de façon significative les taux d'enfants qui font l'objet d'un signalement à la protection de la jeunesse, ou bien parce que la première ligne s'en occupe mieux, ou bien parce que quelque part, on soutient mieux nos familles, etc. Ça ferait du bien à nos enfants. Puis on s'était dit de moitié, comme de moitié dans 10 ans. Hey, écoute, ça seulement entre 2007-2008, la dernière réforme, c'était en 2005, avec Mme Marguerite Delisle, le projet de l'enfant. Ouais. Mais seulement entre 2007 et 2015, il y a une augmentation de 27 % des cas fondés chez les 0-5 ans. 27 % des cas fondés. OK. Indépendamment de l'alinéa, y a-t-il un alinéa particulier? Dans les catégories, là, il y a une tendance à ce qu'il y ait une espèce d'aplatissement de la courbe de la négligence et de risque de négligence. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux qu'on était, ça veut simplement dire qu'on est moins pire que ce qu'on pourrait être. Oui. Et peut-être qu'il y a une influence sur tout le volet du développement. Ben oui, le volet de la pauvreté a sans doute contribué à ça. Ouais. Mais là où ça pète des scores, c'est dans l'abus physique. Sur la région montréalaise en particulier. Puis moi, je pense qu'on a affaire plus désormais à des situations, c'est pas tellement des familles dysfonctionnelles qui sont en cause, c'est des familles qu'on appelle dysnormatives, c'est-à-dire que c'est des familles qui ne partagent pas les mêmes codes disciplinaires que ceux de la culture dans lesquels elles arrivent. Il faut nommer les choses. Ouais. Et moi, je pense qu'on a un problème là réel avec le gouvernement du Canada en même temps qui refuse de retirer dans sa loi criminelle la permission pour les parents et les instituteurs d'utiliser la punition corporelle pour corriger un enfant. Ouais. Alors ça, là, ça ne nous aide pas du tout. C'est dans le décor. Alors, il y a une tension entre le droit des parents qui pensent que la discipliner un enfant, c'est de lui donner des coups, et qui retrouvent un droit quelque part dans le code criminel à Ottawa, exactement, et entre l'éducation qu'on doit faire
à toute la population, mais spécialement aux parents qui viennent d'autres horizons et qui ne partagent pas ce type d'informations-là. Alors ça, c'est une donnée. Mais il y a d'autres données, Claude, qui sont très inquiétantes. C'est pas partout pareil dans les régions. Non. Les données là, sur la côte nord, là, on dépasse le 130 au-dessus de la ligne de flottaison de ce qu'on observe dans l'ensemble du Québec. Puis pas nécessairement attribuable au même phénomène. Non. Là, on a beaucoup d'Autochtones qui vivent en ville désormais et qui sont l'objet de discrimination, qui sont en dehors du marché du travail, qui vivent entassés dans des logements, qui n'ont aucun soutien ou aucun support de leur environnement, qui est décati depuis maintenant des générations. C'est un autre maudit phénomène qu'il faut nommer et auquel il faut s'adresser. Dans les régions forestières du Québec, va voir les statistiques, en Mauricie, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça pète des scores. C'est des gens qui ont été secoués par des crises économiques régionales, locales, puis qui ne s'en sont pas encore remis, et qui vivent dans des environnements de détresse psychologique, sociale, épouvantable. Puis là, on regarde, là, bonjour la visite, une nouvelle crise du bois d'œuvre qui s'annonce. Attachez votre tuque avec la broche, les amis. Alors, on a réglé un problème, celui de la pauvreté, qui est un grand déterminant. En même temps, on n'a pas réglé le problème de la précarité. On n'a pas, tu sais, parce que c'est des familles qui sortent comme ça, là. On n'a pas réglé ce problème-là. On n'a pas réglé non plus le problème de la qualité de nos services entourant la naissance et les premières années de la vie des enfants. Le programme CIP, là, il y a quelque part un programme sur l'impact de ce programme, une recherche qui est quelque part sur les tablettes. Il n'y a pas moyen de mettre la main là-dessus. On sait que il y a une analyse que j'ai vue, moi, une analyse formative sur l'implantation du système. Puis, le programme est dilué. Alors, tu sais, c'est le grand classique. Tu prends un programme qui fonctionne aux États-Unis, tu l'amènes au Québec, tu lui donnes pas les ressources, puis tu dis, on a fait la job, il y a une adresse, là, tu sais, garde, programme tel. On a mis sur pied dans l'affaire. Alors, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Et ça se produit dans un environnement de plus en plus méprisant vis-à-vis de la connaissance. Quand on a fait un Québec fou de ses enfants, là, un des grands mérites du rapport, là, c'était de reposer sur la recherche canadienne, québécoise, nord-américaine. Dans le fond, un Québec fou de ses enfants, c'est un effort de vulgarisation de ce qu'on connaissait de mieux en termes de savoir scientifique et de savoir de pratique. Et comme une acceptation, entre guillemets, des autorités de nommer les problèmes. Oui. Parce qu'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est si tu ne peux pas nommer ou tu ne veux pas nommer les vrais problèmes, tu ne t'y adresses pas. Alors ça, c'est un bel exemple. À l'époque, Marc-Yvan Côté nous a dit, on a des maudits problèmes avec les enfants, je veux tout savoir sur l'incidence, la prévalence, de quoi ça dépend. Puis il m'avait dit à l'époque, écoute Camille, je te connais pas là, mais organise-toi donc pour que je comprenne ton rapport. Mais c'était une belle invitation. Autrement dit, je vais te chercher comme un universitaire, je respecte ton savoir, mais organise-toi pour que je comprenne et que les autres comprennent autour de moi. Exactement. Et cet esprit-là d'accueil de la connaissance, de la recherche de la connaissance, écoute, on a éliminé à une peau de chagrin les services de recherche interne au gouvernement. Va voir ce qui se passe au niveau de la santé, de l'éducation, de l'aide sociale, du travail, de la famille. Les cellules de chercheurs, de professionnels qui faisaient le transfert des connaissances à partir des universités puis du terrain et qui aboutissaient dans le bureau du ministre, ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Alors, il y a un mépris de ça, une négligence très grave vis-à-vis de ça, un mépris de la connaissance de la gestion des choses. Regarde, exemple. Gaétan Barrette arrive au ministère de la Santé. Il fait sa belle réforme des structures. Du coup, il élimine plein d'associations. Ah, pas besoin de ça, les associations, on va avoir des grosses organisations, les CIUS, machin, Centre-Sud qui est rendu dans le Nord, puis tout le patent. Puis tout le monde va se comprendre là-dedans, il n'y aura pas de problème. Il y a un mépris de la connaissance. Et qu'est-ce qu'on fait? On élimine l'Association des centres jeunesse du Québec. Bon, quant à moi, là, c'est un des pires trucs qu'on a fait, à part menacer les gestionnaires au 1er avril 2016 là, ou 2017 là, de perdre leur job puis d'appliquer sur toutes sortes de postes.
pour sauver leur peau. Ouais. Puis ils ont chamboulé le système. À mon avis, là, j'allais dire un mot que je regretterais si je le dis. Mais c'est au moins inacceptable, c'est scandaleux. Et tu vois, ça a l'air de rien là, aux yeux de tout le monde. L'association qui est disparue. Bon, du monde qui est repris en partant en fin de semaine pour se dire... Non, c'était pas ça, l'association. L'association, c'est une communauté de pratique. Moi, j'ai siégé, tu te rappelles? Oui. C'est le conseil d'administration. Oui. Quand je voyais arriver les directeurs des centres jeunesse, échanger sur les meilleures pratiques puis leurs moins bons coups, puis des fois, je chicanais autour des budgets, mais il y avait là un échange qui était, à mon avis, viral et vital. Puis une volonté de nommer ça. Oui, oui. Alors, tu vois, ça a disparu de la map parce que maintenant, les rapports annuels de l'association ne sont pas publiés. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les rapports annuels des directeurs de protection de la jeunesse, moi, je me ruais là-dessus comme universitaire quand j'étais en poste. Mais, et les intervenants et les gestionnaires locaux, régionaux, ils se ruaient là-dessus. Ils disaient, bon, où est-ce qu'elle est la prochaine urgence? Puis comment on peut arriver à améliorer notre score? Puis on fait moins bien qu'eux autres, on va aller leur en parler. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ça n'existe plus. Mais la politique de la santé, politique de la prévention en santé, Claude. Ouais. Politique de la prévention en santé. D'abord, excuse-moi là, mais quand tu fais une politique de prévention en santé, tu demandes à quelqu'un qui connaît ça de faire ça, là. Et deuxièmement, tu t'occupes des problèmes, des vrais, tu les nommes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que avant que ce gouvernement-là n'arrive en place en 2014, il y avait une première version de la politique qui avait été rédigée avec des dispositions concernant la protection de la jeunesse. Il y avait un état de conscience qui s'était développé autour des tables dont j'étais pour dire ça, là, c'est un problème national de santé publique, cette augmentation de l'abus de négligence envers les enfants qu'il faut nommer. Et en le nommant, on va se donner un objectif national de diminution de ça. De comprendre les causes. Oui, puis avec des stratégies pour y arriver. Rien, pas un mot, 10 mots dans la politique de santé de prévention. Rien. Cherchez le mot maltraitance, cherchez le mot mauvais traitement envers les enfants. Il y a peut-être négligence quelque part parce qu'ils nomment un programme, mais pas de statistiques. C'est lent. À mon avis, je ne comprends pas. Non, je comprends. Je ne comprends pas de quoi ils ont peur. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui ont peur de leur ongle. Ouais. Tu sais, on regarde les statistiques au ministère de la Santé, là, chez la ministre déléguée à la protection de la protection de la jeunesse. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allez, si on met ça dans la politique, on est pogné avec. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça augmente depuis 91, ça veut dire que c'est un maudit problème. Alors, puis là, la beauté de l'affaire, c'est qu'on dit, ah ben regarde, c'est parce que la population est plus sensible au phénomène, elle signale plus. OK. Toute la littérature scientifique nous dit une chose. Le signalement en bouffée, là, la bouffée dure un bout de temps. Puis après ça, elle s'éteint, la bouffée. Puis on n'a pas des gens qui mettent le feu à toutes les semaines pour dire aux gens signaler. Non, un. Non. Deux, quand tu regardes qui signale, la proportion qui prend de moins en moins de place dans les signalements, la source qui prend de moins en moins de place, c'est la famille puis la communauté. Celle qui prend de plus en plus de place, c'est les policiers, l'école puis la première ligne en santé sociale puis en santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont débordés. Ça. Ils ne savent plus quoi faire. Ils signalent, puis tant mieux. Mais, alors, à supposer qu'on dit, ouais, mais c'est à cause de ça. Ils signalent plus parce qu'ils peuvent donner moins de services. Le phénomène, lui, il n'est pas pire qu'avant. Il a été retenu. Oui, mais c'est ça. Mais fondé. Il a été retenu, puis il a été fondé, un. Et deux, si moi, là, je découvre que les statistiques de la rougeole augmentent, mais je dis, ah, mais c'est parce qu'on est meilleur à dépister, je vais te dire que c'est pas un problème important? C'est ça. Bon Dieu. Ben non. Tu sais, non. C'est un... Tu sais, peu importe. Ben, c'est ce qu'on disait à l'époque, les abus sexuels, intrafamiliales et compagnie. C'est qu'on est mieux équipé pour... Mais ceci étant dit... On s'en occupe-tu? Faut que tu t'en occupes, par exemple. On est mieux équipé, on en voit plus. Ah, bon, on va regarder ailleurs. C'est ça. Bon, merci beaucoup. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit... Ça, c'est une zone noire. Ben oui, mais alors, on vient de mettre la lumière sur une zone noire. Oui. Mais
qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, des fois, je pense que je m'en allais en kayak, là. Moi, tout sacré ça, là, tellement c'est... Tu sais, mais je pense qu'il faut se refaire une constituante de ceux qui trouvent obscène ces choses-là. Le mépris envers les connaissances et le savoir. Et il faut se refaire un front commun de ceux qui sont indignés vis-à-vis du mépris que l'on a envers la rigueur. Les connaissances. Envers la rigueur et envers l'engagement. Et envers notre capacité de nommer les problèmes. Oui. Je ne sais pas comment faire ça, mais regarde, il faut commencer par donner un coup de pied dans la poubelle. J'en ai donné un sacré but un matin. Là. Mais il faut être capable de se reconstituer un groupe d'appartenance autour de la connaissance, la rigueur, l'évolution des savoirs, la capacité de mettre à jour les pratiques dans le domaine de la prévention puis dans le domaine de l'intervention auprès des enfants qui sont vulnérables ou qui ont été tabassés ou négligés. Je pense que les instituts universitaires ont un rôle extrêmement important d'animation autour de ça, parce que là, dans les départements d'université, c'est des cycles, ça. Hein? Il y a eu un cycle dans les années, je dirais dans les années entre 70 à 95, 96, 2000, où on avait des équipes autour du développement des enfants, puis la protection de la jeunesse. Puis tu sais, je pense aux équipes de Richard Tremblay notamment. J'avais mes équipes, il y avait des équipes de Chamberlain à l'université. Bon, tout ça s'est étiolé tranquillement, puis ça n'a pas été remplacé vraiment très fort. Ah. Mais les instituts universitaires, les instituts d'excellence autour du développement et de la protection des enfants, tout ce monde-là là, devrait être des animateurs pas mal plus visibles que ce qu'on a maintenant. Moi, je pense que les directeurs de protection de la jeunesse devraient se créer... devraient se créer... Ce qui a déjà existé. Une résistance. Oui, ce qui a déjà existé. Un maquis. Tu sais, franchement, là, tu sors 20$ de ta poche, tu vas prendre un café, là, à la fin de la semaine avec tes chums, puis s'ils ne peuvent pas venir de l'Abitibi, tu te mets ça en Skype, puis tu la refais, la maudite table des directeurs de protection de la jeunesse, puis vous l'écrivez, le rapport. Non, vous en écrivez un rapport. Parce que ben, c'est ça. Alors là, les jeunes, levez-vous. Levez-vous, puis cassez la baraque. Exactement. Il faut qu'on ait des chercheurs qui disent, voici, on a des données qui sont... Puis moi, je connais la qualité des données à l'Institut des centres jeunesse de Montréal. Là. Ils sont assis sur une mine d'or. Puis ils ont de l'ouvrage, puis ils travaillent bien, puis avec peu de ressources, puis tout ça. Puis là, ce que je dis, c'est que je leur en demande plus. Tu sais, il faut que ça sorte. Il faut que vous connectez sur des médias qui prennent ça à cœur. Il faut que ça reprenne une place dans la zone publique, non pas dans la zone du scandale. Il va falloir passer par là, parce que s'il faut passer par là, passer par là, mais dans la zone de conscientisation de la population, avec des données, voici où est-ce qu'on était. Voici c'est quoi le taux de récurrence en protection de la jeunesse. Voici le taux de succès qu'on a. Voici le taux d'augmentation de nos budgets par rapport aux besoins. Écoute, on a une mine d'or. Ouais, tout à fait. Il faut que les gens soient désormais alertés. C'est le premier pas. On a beau dire qu'il faut utiliser les connaissances. Si on est sans connaissances, ça marche pas. Ça ne marchera pas. Je nous écoute, là, puis je me dis que les derniers interlocuteurs, les derniers auditeurs de ça, ça devrait être nous autres. Autrement dit, si vous organisez quelque chose en novembre, faites une place à la relève, faites une place aux jeunes. Invitez-les sur le plancher. Puis on va se brasser, pas mal entre nous, là, mais il faut qu'on se brasse entre générations. Puis tu sais, moi, j'énonce des affaires, là. Je dis aux jeunes, regarde, là, allez-y, grouillez-vous. Ils se grouillent peut-être, je ne sais pas. Ils me le diront. Mais il faut qu'on ait une prise de conscience qui descende directement dans le pipeline. J'ai tellement moins confiance aux politiques pour faire notre job. Moi, je pense que le niveau de conscientisation de la population, le niveau de conscientisation des acteurs doit être alimenté. Beaucoup. Autrement, là, le ronron du ministre là, dans la salle, c'est celle qui prend la parole. Non. Mais je pense qu'on a à retravailler notre capacité de mobilisation, de conscientisation, d'information. Tu sais, moi, les statistiques que j'ai là, ça fait à peu près
100 fois que je l'ai dit. Là. Puis, je ne sais pas, à un moment donné, quelqu'un va me dire, bon, ben, coudonc, ça a l'air d'être sérieux, là. mais il faut inlassablement les mettre sur le marché de la connaissance. Inlassablement. Parce qu'à côté de ça, là, tu as les hotlines, tu as les radios poubelles, tu as les faiseurs d'opinion. On est dans une ère de post-vérité, comme on dit, là, de fausses nouvelles. Et moi, je suis plus capable d'écouter la radio le matin. Là. Il y a toutes sortes de monde qui discutent de problèmes très sérieux n'importe comment. Ça. On a des chercheurs, on a des intervenants, on a des gestionnaires qui connaissent leur affaire. Il faut prendre la parole. Moi, je ne pense pas qu'on doit se poser des questions. C'est commençons, on verra bien ce qui marche. Tu sais, si on reste dans notre coin à rien dire, puis à se dire entre nous, franchement, c'est pas fort. Mais il y a des kingpins dans des matières comme ça. Il y a des gens qui ont plus le goût, puis plus la capacité, puis plus le bagou aussi pour le faire, puis qui peuvent encapsuler pas mal plus vite que moi, puis décapsuler pas mal plus vite que moi aussi. Bon, tu sais, il y a des gens qui sont habiles là-dedans. Bien, mettons-les de l'avant. Mettons-les de l'avant. Puis les hebdos régionaux. Il y a plein de médias qui ont besoin de faire de la nouvelle tout le temps. Là. Il y a donc une stratégie à établir. Oui, une stratégie importante à établir. Oui, mais ça devrait reposer sur une présence continue, à mon avis. Oui, je suis d'accord avec toi. Des données dans l'espace public. Ouais. Moi, je ne comprends pas qu'on s'énerve autour des 12 000 voitures qu'on a dû ramener à GM parce que les freins ne fonctionnaient pas, puis qu'on ne s'énerve pas à propos des 26 000 enfants de moins de 5 ans qu'on a signalés durant la dernière année parce que la carrosserie familiale est en train de rouiller. Je comprends pas. Je comprends pas.